Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on parle de Phoenix Live View, un nouveau framework web qui attaque via un nouvel angle l'enjeu de la séparation du code HTML et JavaScript dans une application. Je reçois Simon Prévost et Guillaume Cochon pour faire un petit retour dans le temps et revenir sur les autres méthodes populaires dans la dernière décennie pour réduire cette séparation de code. On plonge ensuite dans les détails techniques de Phoenix Live View pour bien comprendre ses avantages, ses concessions et surtout en quoi c'est différent de tout le reste. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chez Mirego, on se doit d'être à l'affût des nouvelles technologies qui peuvent nous aider à développer et à déployer des produits numériques de la manière la plus efficace possible. En fait, c'est pas une corvée de faire ça, on aime faire ça, mais bien connaître, bien maîtriser nos outils, ça fait partie de notre culture et de notre craft. Aujourd'hui, on va parler d'une de ces nouvelles technologies-là qui s'appelle Phoenix Live View, qui devient de plus en plus populaire dans la communauté Elixir et qui overlap en fait avec une autre communauté encore plus grande qui est le développement web front-end. Donc, je suis en compagnie de deux membres de l'équipe de Mirego qui connaissent très bien ces deux communautés-là et qui ont de l'expérience d'avoir creusé avec Phoenix Live View. Simon Prévost, développeur spécialiste Elixir, et Guillaume Cochon, conseiller stratégie et technologie. Bonjour, messieurs. Bonjour. J'aime ça commencer tout le temps les épisodes avec une petite clarification, un petit historique, de savoir de où on parle, s'assurer qu'on parle de la même chose. De quelle technique on parle ici? Phoenix Live View arrive avec un genre de concept de mixer HTML, JavaScript. C'est quoi ça? C'est bon, un petit peu d'historique, là, puis en tout cas, moi, de mon expérience, d'où est-ce que ça remonte, c'est un peu le début de ça. Moi, comme je le vois, c'est un peu comme Rails qui avait commencé à faire du HTML over wire, là, qui était comme, au lieu de tout le temps render la vue au complet au serveur avant de renvoyer le HTML au browser, mais avec une requête Ajax, par exemple, on pouvait mettre à jour seulement des parties d'une page. Fait que ça demandait le HTML au serveur. Le serveur s'occupait de générer juste cette partie d'HTML-là et le renvoyait au client. Puis le client le remplaçait, le swappait dans le... Mais ça, c'est TurboLinks, right? Ou l'autre avant qui était comme, je te donne... Ça renderait du genre du JavaScript dynamique. Et là, OK, dans tel div, happen de ce HTML-là qui lui était renderé de façon dynamique. Il y a eu plusieurs versions. Ça, c'est le plus vieux, mettons. Il y en a des nouveaux aussi qui sont sortis avec Rails, puis dans plein de langages, en fait, qui ont suivi un peu ça, le bout qui était comme le fun de OK, j'ai renderé ma page, mon header qui contient ma style sheet, puis mes scripts qui sont lourds à passer par le browser. Je ne vais pas les parser à chaque fois. Je vais juste demander le HTML, le contenu, puis le browser va le swapper, puis avec des hooks pour initialiser des components. Savoir quand est-ce que le nouveau contenu est disponible. Exact. Fait que ça vaut quand même avec Rails, par exemple. Je sais que c'est comme de facto ça, là, c'est la façon. La philosophie Rails, un peu. Ouais, c'est ça, de faire ça, parce que ça change pas la façon que tu as à gérer ton serveur, parce que c'est stateless, ça reste une requête response, puis du HTML, fait que c'est simple pour... Puis ça vient avec l'avantage de ne pas avoir à répéter. Toute cette philosophie-là de faire que le serveur retourne du HTML, puis ça, qui c'est un peu transparent pour le user, c'est de ne pas dupliquer, dans le fond, ton component que tu veux qu'il soit renderé client-side, puis idéalement server-side quand la page se load la première fois, tu veux que ce soit le même code, tu veux partager ce code-là. Effectivement. Y a-t-il d'autres avantages à avoir, mettons, utiliser cette technique-là, le côté user-friendly, côté response, dans le fond, c'est ça. Ouais, ça, mettons, les bons côtés, là, on peut le voir, GitHub utilise quand même ça. Je sais pas si tu utilises que ça, là, mais il y a certaines parties que tu vois que c'est ça, là, que il y a quand même une communication serveur, puis ça re-render des trucs. Ça a ses avantages qu'il y a des places que c'est bien réussi, c'est snappy, puis il y a d'autres places que c'est moins bien réussi. Puis juste pour clarifier le côté technique, mettons une autre manière de faire ça, si, par exemple, on prend l'exemple de GitHub, mettons que tu poses un commentaire sur une pull request, mais ça va poker le serveur, ça va retourner le HTML à NBD, mettons que ça fait ça. Ouais, mettons. Puis l'autre technique, ça serait de dire, OK, je poke le serveur, ça me redonne du JSON. Voici le commentaire qui a été créé. Voici les infos, son ID, son timestamp. OK, JavaScript, render ça dans la page. C'est ça qu'on veut éviter dans le fond. On veut éviter d'avoir à dupliquer cette logique-là. Render du JSON que j'ai reçu du serveur au niveau front-end. Puis quand ma pull request se load, ma page se load, je veux avoir déjà du HTML rendu. OK. Ça a l'avantage aussi que vu que ça passe par le serveur, si tu as toute ta business logic est à la même place. Et que,
si ton user il a le droit de voir certaines informations du user, ben, tu les renvoies ou tu les renvoies pas. Fait qu'il n'y a pas de gestion client-side de dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, puis des concerns de UI, c'est tout géré dans le serveur, puis c'est... C'est que tu renvoies rendery. Techniquement, ça aussi, ça pourrait se faire. Tu pourrais passer dans le JSON que tu retournes. OK, j'ai-tu le droit de tout le data que tu as besoin pour renderer après ça le client-side? C'est que là, tu commences encore plus à dupliquer du stock. Exact. OK. Puis au niveau autre technique, tu sais, j'avais dans ma tête Alpine.js. D'autres, tu sais, des technos qui mixent HTML et JavaScript. Encore une fois, pour pas avoir à écrire trop de JavaScript. Que ça, vous l'avez utilisé. Alpine.js, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Ben, Alpine.js, moi, la meilleure, ou la plupart des cas où est-ce que je trouvais que ça faisait du sens, c'est justement dans tu voulais pas aller avec une application JavaScript full-blown avec des Single-page application. Single application JavaScript, puis avec un back-end qui expose une API REST ou GraphQL, ben, souvent, si tu as avec une approche plus traditionnelle de PHP ou ben Rails traditionnel ou Phoenix sans live view, là, des dead views, mais avec avec Alpine, mais tu es capable d'avoir un certain niveau d'interaction JavaScript sans pour autant avoir toute la complexité d'avoir deux codebases à maintenir. Ouais, on l'utilise dans deux projets là, qu'on a utilisé à Alpine, puis tu sais, en tout cas, je trouve que ça va super bien, puis on a pu à maintenir sur 2-3 ans, là, mettons, juste écrire du code pour ajouter des petits comportements interactifs. Tout ça, moi, j'ai eu une super expérience. Puis, tu sais, Alpine, tu peux le pousser jusqu'où tu veux le pousser. Là. Tu sais, tu peux écrire du JavaScript dans ton HTML ou tu peux juste invoquer des components qui se baillent avec le HTML. Fait que c'est... pour l'expérience. Toute la notion de dispatch, les événements JavaScript aussi, là, c'est vraiment bien défini. Puis l'API est super clair. Pour des cas aussi banals qu'un modal, que tu pourrais avoir un modal dans ton HTML sans pour autant avoir SPA, ou bien du highlight de navigation, puis tu vas highlighter dans quelle section. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un component global. Tu vas juste utiliser le dispatch d'événements, puis te hooker sur l'événement JavaScript, puis tout se fait relativement assez facilement. Là. Fait que c'est bien fait, mais c'est sûr et certain que plus tu vas loin, plus ça devient complexe, puis là, Peut-être plus difficile aussi après ça à reprendre des step back, de dire OK, non seulement on va faire des composants, on va prendre Vue.js, on va prendre React. C'est ça. Là, t'es pas mal bind. Mauvais jeu de mots à cette philosophie, cette manière de déclarer ces comportements-là. Ah oui, c'est ça. C'est sûr que je pense qu'à un moment donné, tu tombes sur une limite de ce que Alpine.js peut faire, puis quand t'es rendu à vouloir faire des requêtes justement vers le serveur, d'aller faire une validation de formulaire serveur ou d'aller fetcher des informations de plus, encore là, une requête network, ben là, ça devient compliqué. Le plus, c'est pas long que tu tombes dans du code impératif de jQuery, de faire ça, modifier dans le DOM, rajoute cette classe-là. Couple de side effects un peu partout qui sont... Et puis, fait que là, tu sais, mais ça fonctionne là, comme du code JavaScript que tu t'écris sans framework. Ça finit par fonctionner jusqu'à temps que là, si tu fais un site au complet avec ça, à mon avis, là, ça devient complexe. Puis si t'as pas plus de système en place une SPA ou d'un component, ou là, on va en parler plus d'un Phoenix Live View, ben, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu fasses, mon avis, c'est qu'à un moment donné, tu dois faire le switch de, OK, Alpine fonctionne pour ce type de component-là, ces petits components-là. Puis après ça, là, OK, là, je veux plus pousser, je vais aller voir les autres options. Il n'y a rien qui t'empêche d'utiliser deux trucs. Nous autres, on le fait, c'est ça. On le fait, là. Pour des comportements simples, on va utiliser Alpine dans une live view qui va se renderer sur le serveur, puis tout ça. Là. Parce que, tu sais, ce que tu sais tantôt, tu as commencé en disant ça, ton Alpine.js, on l'utilise, on ne le mettait pas depuis des années, mais en l'écrivant, tu sais, saupoudrer du comportement, c'est le fun, mais tu sais, puis moi, j'ai un exemple en tête d'un autre projet qu'on a eu après ça à faire un peu plus de maintenance, puis après ça, essayer de décortiquer, OK, ce code-là, puis le mot, c'est impératif, là, tu te ramasses dans oh, OK, là, qui joue avec ça? Qui interagit sur ça? Puis c'est là que ça peut devenir plus complexe à maintenir. Puis c'est comme ce que tu as pas, moi, je trouve, avec un React, avec même un live view, là, de comment est-ce que je suis arrivé dans ce state-là. Comment est-ce que je peux inspecter quand tu as du code de jQuery? Ben, c'est comme, ben, je sais pas, je suis passé par là, puis entre-temps, il y a eu une autre interaction de user, puis c'est pas déclaratif. C'était une phrase que tu avais déjà dit, ça, man. De genre, savoir si une techno est bonne ou pas bonne, ou que c'est facile, developer friendly.
comment j'ai fait pour me ramasser dans ce state-là? Si t'es capable de répondre à ça, souvent, ça part avec des mots. T'es pas capable de répondre à ça, là, c'est peut-être signe que, comme maintenabilité à long terme, puis plus ça va se complexifier, plus la réponse va être non, puis là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais il y a quand même de quoi, au niveau du developer experience, Alpine, je trouve qu'ils sont quand même bien positionnés. L'intégration avec les developer tools, c'est bien fait. Toute la notion, tout est state-based. Fait que, tu sais, tout est component-based. Peu importe ce que tu fais, tu peux avoir un component qui est global. Même si tu ne crées pas un component explicite, si tu as un component pour tu as toute la hiérarchie, puis toute la notion, quand tu vas dans le developer tool, tu vois toute ta hiérarchie de components Alpine. Tu peux changer des states, puis tu vas voir les triggering effects automatiquement. Fait que le developer experience de Alpine est quand même intéressant, mais comme Simon a dit, c'est comme un couteau à deux tranchants. T'sais, c'est bon jusqu'à un certain point, puis à un certain point, ça devient plus complexe que ce que ça a été fait pour en parler. Pas pour en parler, mais pour faire comme produit. Puis c'est drôle parce qu'au niveau de LiveView, ça a été quand même pendant longtemps le go-to de la fameuse Petal Stack, là, qui était... Ça venait ensemble, là. ça venait pas ensemble, mais tout le monde disait, bon, c'est Phoenix LiveView avec Tailwind CSS, avec Alpine JS, puis ça allait tout ensemble. Puis plus LiveView évolue, plus il y a des morceaux de Alpine qui sont moins nécessaires parce qu'ils sont remplacés par des utilitaires de LiveView qui atteignent les mêmes objectifs sans pour autant dépendre d'Alpine. Parce qu'effectivement, ils ont les mêmes objectifs. Là, on parle pas de SPA, mais tout ce qui essaie de remplacer des SPA, moi, je pense qu'ils ont tous le même problème dans le sens que, en tout cas, on parle de LiveView en même temps, là, mais je trouve que c'est un peu les mêmes problèmes que, mettons, tu essaies de trouver une solution à un SPA, tu veux pas faire une full-blown application React, ben, tu tombes quand même dans des inconvénients de, là, maintenant, si ton application, c'est 100% Alpine.js, ben, ça finit que tu as de la complexité, puis que là... Ça reste... Tu serais bien avec React. Non, c'est pas une SPA, c'est Single Page Alpine Application. C'est ça, ok, je comprends. Comme LiveView, là, il y a des solutions que vous pouvez utiliser à Alpine, mais si tu fais une application LiveView, c'est comme, non, c'est server-side, tout ça, ouais, mais tu as tellement pas voulu écrire des components dans JavaScript que ton application utilise LiveView vraiment beaucoup avec toutes les possibilités que ça a, mais toutes les shortcomings. Puis, tu sais, mettons, pour revenir à ton point de Developer Tools, c'est cool, des bonnes intégrations, mais il faut pas non plus que ça pallie au fait que ça arrive dans du code, puis là, tu as la misère à figure out. Bootstrap, checker les Developer Tools, là, ça va être dans ta face. Ouais, mais ça serait nice dans ma face, dans le code, là. J'aimerais ça, pas avoir besoin d'un outil third party pour m'aider à comprendre le code. Ouais, effectivement. Fait qu'on... C'est ça, je pense que leur but non plus, c'est pas tant de tuer les SPA, là, si tu as à faire Spotify ou Google Maps, tu pourrais le faire avec LiveView, tu pourrais le faire avec Alpine, mais je pense que c'est pas ça le but, c'est pas de remplacer, de dire on n'a plus besoin de ces librairies-là. Je pense que le but, c'est vraiment de dire, alors pour 90% du monde, des applications qui sont des dead views, comme on a dit, c'est des views qui sont renderées 100% server-side, qui sont servis au client, puis après ça, le client interagit avec. Je pense qu'il y a une place pour un Phoenix LiveView pour dire non, je veux juste rajouter un petit peu d'interactivité, puis que ça fonctionne, puis que ça soit le fun à maintenir aussi. Puis que ce soit pas document ready, jQuery, on telle affaire, technique qui sont sélectionnés sur CSS, fait telle affaire, que ça peut être un peu de maintenir. Fait que parfait, tombons dans le autre paradigme, mettons Phoenix LiveView, puis là, on a nommé une couple, tu sais, Hotwire, Laravel LiveWire, Stimulus aussi qui existe avec Ruby. C'est quoi, là, on n'a même pas tant parlé de comment ça marche? C'est quoi ce concept-là? C'est quoi le... Il y a une différence. Il y a une différence entre tout ça, là, puis en tout cas, de ce que moi, de mes recherches que j'ai faites un peu avant le podcast, une recherche avant le podcast, la différence avec LiveView, puis là, on parlera de côté technique, puis tout ça, de performance, un peu plus tard, mais sinon, comment que ça fonctionne, c'est que, mettons, on parle pour LiveView, c'est Phoenix, qui est le serveur qui va prendre la requête du user, qui va renderer le HTML comme il ferait d'habitude, là, avec des templates, puis des assignations d'un contrôleur, tout ça. Bon. MVC classique, quoi. Oui, MVC classique. Render ça au client avec le script de LiveView en JavaScript qui fait New Live Socket ou je ne sais plus c'est quoi sur ta route. Parfait. Puis là, ça l'envoie une requête, puis ça l'attache la page avec une connexion WebSocket. Puis qui dit voici mon state, c'est quoi. Puis le serveur, après ça, il hydrate le client avec le rendu du serveur. Puis
Puis après ça, avec la connexion WebSocket, là, ça fait que tu as une connexion qui est both ways. Le client peut envoyer des événements au serveur, le serveur peut envoyer des événements au client, puis le serveur peut envoyer des modifications du DOM, dans le fond, du state de la page. Tu peux avoir, dans le fond, dans Phoenix, ta page à vie, là, est vraiment stateful. Fait que si tu dis que ta view t'incrémente un counter, ben, c'est Phoenix La View qui va s'occuper de dire quelle partie du template a changé, qui va dire, puis là, dans le protocole de La View, tout ça va envoyer les changements minimaux à faire pour le client pour lui dire. Un genre de diff, là. Un genre de diff. À tel node, là, puis là, il l'a identifié dans l'hydratation du client, là, c'est technique, là, mais dans l'hydratation du client, il a pu identifier les nodes, identifier le template pour dire voici telle partie du template, la valeur c'est rendu ça, puis après ça, c'est rendu dans le client que une librairie JavaScript, genre, je pense que c'est Morphdom qui va prendre ça, qui va la changer en gardant le state général de la page. Fait que techniquement, c'est ça pour la vie. Je pense que c'est la plus grosse différence avec les autres alternatives parce qu'en se basant sur Beam, la machine virtuelle de Erlang, puis le concept de process, l'avantage de la vue par rapport aux autres, c'est que tu as vraiment ton state, il est dans ton serveur. Fait que tu as un process associé à ton state qui est unique à ta session LiveView. Fait que c'est pour ça un peu que ton serveur est capable de savoir exactement. Il y a une connexion WebSocket qui est associée à une session, mais tu as aussi un process server-side qui hold le state, dont la représentation de ton DOM. C'est pour ça qu'il est capable de faire une diff, de t'envoyer juste les changements. Il y a tout le concept il y a un virtual DOM qui est séparé en deux, là, les parties statiques et les parties dynamiques. Fait il garde tout un historique de tout ça, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il est capable de t'envoyer toujours le strict de minimum. Puis du côté JavaScript, la réhydratation, ben, c'est la même représentation, puis c'est exactement quoi changer. Puis c'est un peu ce que d'autres, mettons, Stimulus Reflex, Rails n'a pas. Parce que tu n'as pas le concept d'avoir un process qui va rouler en Rails, puis qui va garder un state de ton application. Fait que oui, il y a du WebSocket. Si on prend les autres... Comment ça marche ça? Mettons, oui, il y a WebSocket, mais comment ça fonctionne s'il n'y a pas de state de l'autre bord pour... Mettons, il envoie tout. Moi, j'ai vu Livewire, j'ai pas regardé le Stimulus ou... c'est Hotwire. Stimulus Reflex. C'est comme tout c'est un package de... Action Cable. Non. Action Cable. Action Cable qui est comme la sorte de truc de base. Les WebSockets de Rails, en tout cas. C'est bon. C'est ça. Okay, mais non, moi, j'ai checké Livewire en PHP. Parce que je me disais, comment... Parce que c'est comme un peu, ça découle de ça. Là, on veut... faire des comportements interactifs dans le client sans avoir à écrire de JavaScript. Puis je voulais savoir s'il roule un autre process PHP à côté qui allait servir, puis là, comment tu déploies ça, tout ça. Puis c'est bien dit dans Doc, comme ça fonctionne un peu comme Phoenix Live View, sauf les inner workings sont très différents. Les components sont stateless. Ils n'ont pas de state. Fait que c'est vraiment à chaque fois que, mettons, il y a un exemple là, d'un counter. Là, le serveur, il render count 1. Puis si tu fais le plus, ben, faut que tu aies une façon d'envoyer que tu es à 1. Puis après ça, le serveur, il reçoit les trucs. Puis le serveur va retourner count 2. Puis après ça, il va... Fait que souvent, c'est over the wire. Fait que c'est sur ton WebSocket que le state traverse. C'est ça, mais je veux dire, le client renvoie son state. Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Tout est stateless. Les requêtes sont stateless, puis ça reste la même affaire. Puis, en tout cas, je suis pas sûr, mais je pense que Blazor, en .NET avec SignalR, il me semble que c'est un peu la même approche. Puis comme tu dis un peu tantôt, Guillaume, c'est à cause, c'est quand même une limitation des langages. Tu vas partir. Puis tout souvent, tu avais l'attente de dire, bon, OK, le Livewire, il se porte sûrement un petit process sur le site, puis c'est comme ça. Imagine la complexité de. Ouais, c'est un autre truc à maintenir séparément versus les Bing, tout ça déjà. C'est pour ça qu'ils le font pas, parce que, tu sais, c'est cool comme pour. J'imagine quelqu'un qui fait du PHP fait comme moi aussi, je veux faire ça, puis c'est comme, je vais faire la librairie serveur, la librairie client qui va handler tout ça, puis là, c'est comme, il faut que j'ai une connexion persistante WebSocket. J'ai pas ça dans mon setup. Ça me tente-tu de m'embarquer là-dedans? Là? Ben non, tandis que avec Phoenix, ça avait déjà été fait, puis la façon que les process fonctionnent, la façon que le serveur HTTP fonctionne, deep down jusqu'à la machine virtuelle, ça fonctionne, puis c'est là, ils ont pas eu à réinventer quelque chose pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est plus hot. Même si le concept, mais dans le Ravel Hour, il y a un WebSocket. Oui. C'est juste que c'est pas juste un diff qui passe, mettons. Ben, c'est juste que c'est pas. C'est contrairement à Phoenix Live View. Phoenix Live View, il est stateful que chaque instance de Live View qui roule dans ton browser
a un process qui roule dans pas PHP. Il y a un process, puis quand ça rentre, quand la connexion au WebSocket rentre, en tout cas, je dis qu'il y a un WebSocket, mais ça sonne comme s'il y a un WebSocket juste pour maintenir une connexion. Parce que là, tu pourras faire des requêtes Ajax. C'est ça. Oui, c'est sur le mode, c'est comme sur Bowling. Dans le sens que le transport, c'est agnostique du transport, ces systèmes-là, tandis que Phoenix, c'est WebSocket parce qu'il y a un state qui est gardé sur le serveur. Ça l'enable plein de features. Maintenant, tu kills le WebSocket, tu perds ton state. Il n'y a plus moyen de linker ta vue de browser, ton rendu de browser à full process. Hey, mon state il est là dans le serveur, mais il n'y a plus de moyen d'y accéder. C'est ton WebSocket, ta connexion est perdue. Oui, exact. Ça, souvent, c'est le gros point faible un peu de ces setups-là. La fragilité de ta connexion network ou la notion de offline. Parce que clairement, à partir du moment où la connexion WebSocket est déconnectée, tout le processus de reconnexion et de réhydratation de ton état, c'est faisable, mais c'est pas built-in. C'est toi. Non, OK. Genre. OK, ben, parlons-en justement. On va parler de quelques avantages. Bon, inconvénients. Bon. Les désavantages. Parce que moi, mettons, un peu historique, moi, quand j'ai commencé, j'ai suivi le développement de LiveView depuis qu'ils ont commencé à en parler puis publier ça un peu. Puis, tu sais, j'étais quand même réticent au départ parce que, justement, ça vient avec quand même des gros désavantages, là, que tu enables quand même ton state de page que le user voit, il est powered by un process qui vit sur le serveur qui communique par WebSocket. Tu sais, ça semble beaucoup de layers pour d'habitude ce qu'on est habitué de faire. Nous, qu'on est habitué plus du stateless. Passe-moi ton data, OK, good, c'est toi, t'es sur level, je te redonne ton data. Exact. Fait que, là, ça vient avec toutes les shortcomings d'une connexion persistante que, ben là, si tu parles de la connexion, si ta connexion est moins bonne que dans les environnements qu'on a, que test. C'est géo-éloigné. Exact, versus en région éloignée, que là, c'est plus complexe, que c'est cool la démo de je rentre mon username, puis je blur de mon field, puis ça automatiquement j'ai un field qui est error username already taken, parce que le serveur est capable de valider dans DB. T'sais, tout ça, c'est cool quand ça se passe en 16 millisecondes, mais si ça prend une seconde, et là, c'est moins le fun. On n'a pas sur le blockchain. C'est quasiment. Le pire, c'est que c'est un peu pour ça que la critique principale de LiveView au début, c'était justement que tout était dans le state. Fait que tu veux popper un modal, il fallait que tu changes ton state. Fait que ça prenait un round-trip serveur pour aller dire affiche le modal. Puis ton modal était généré server-side, puis là, ça te renvoyait le diff, puis là, ça te l'affichait. C'est un peu pour ça qu'Alpine JS est arrivé dans le décor. Parce que oui, c'est là, quand c'était plus pertinent de faire un round-trip serveur juste pour un toggle de code visuel, ben là, va chercher Alpine.js puis va faire exactement ce que tu ferais. Fait que... Ça s'aligne entre ça devrait être inside, ça devrait être dans mon state. C'est un developer decision rendu là. OK. Tu peux le faire. C'est possible. Tu pourrais encore mettre ça. C'est ça, tu pourrais faire de la gestion du state 100% au niveau de ton state serveur qui roule, puis ça va fonctionner. La latency va venir un peu réduire l'expérience. Puis il y a des fois que tu veux utiliser un Alpine.js quand tu peux pas contrôler par LiveView comme il y a des éléments du DOM qui ont un state dans le client, là, comme un tag audio, un tag vidéo. C'est eux autres qui ont un state dans le browser. Là, si tu les changes sur les. Ça le perd automatiquement, mais il y a quand même une façon de. Nous comment on l'utilise dans un des produits qu'on a, c'est qu'on a une page qui a un player vidéo. Puis le player vidéo, il est custom, tu peux séquer dans la vidéo, tu peux faire plus, tu peux ajuster le volume, tout ça. Mais à côté, tu as des éléments interactifs, des commentaires, des réactions que tu peux faire. Puis ça, c'est processé en serveur, mais tout le contrôle du vidéo, je veux pas le perdre. Ben là, quand que j'ai des communications au serveur qui changent, puis tout ça, fait que ça le permet. Puis ça, c'est. Tu dis Phoenix LiveView comme ça, ce tag-là, ou c'est comme gère pas ça. Là. Ça, c'est vraiment 100% de ça, c'est cool, ça fonctionne bien. Mais tu sais, là, on parle d'Alpine, Phoenix LiveView aussi, ils ont introduit un module de JS. JS Command, là, tu mets ça dans ton template. Là, ça, j'ai jamais utilisé ça. Mais de ce que je comprends, c'est que, mettons, tu as un module en Elixir qui est JS, qui expose qui expose un API, puis que lui, qu'est-ce qu'il render? Je pense qu'il render du JavaScript. Okay. Là, il render du JavaScript. Fait que, mettons, tu veux ouvrir ta modal. Ben là, tu fais JS Command, open modal. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il génère le JavaScript pour dire la commande, qui envoie la commande open modal, puis qu'après ça, tu peux la gérer, puis tout ça. Fait que t'as un round-trip server pareil. Tu repasses par... c'est géré dans le state.
C'est vraiment bien fait parce que dans le fond, tu peux, comme, tu sais, c'est de la programmation fonctionnelle, fait que tu peux piper plusieurs commandes dans un, puis lui, dans ton diff, va te l'envoyer, puis du côté JavaScript, il va reparser ça, puis il va avoir des hooks spéciales. Non, mais still, c'est ton process server-side qui te dit encore avec l'autre client, hey, ouvre la modale. Il te retourne pas la modale, il te retourne. En fait, une good fois, c'est des commandes JavaScript qui vont être bindées à ton DOM et non interprétées. Fait que tu peux comme envoyer du behavior JavaScript over the wire qui n'aura pas besoin de faire de round trip pour venir la faire. Je pense que c'est pas juste une commande là, qui est document, get element, non. Mais là, c'est toute la gestion du history aussi. Là. C'est le page history, ton browser, c'est quand même pas si pire. Je pense que la grosse lacune en ce moment, c'est toutes les transitions. La gestion des transitions, puis le kit qui est encore un peu une zone grise que ça se fait difficilement avec ManJS Command qui ne permet pas de faire ça. C'est ça c'est moi, c'est dans les major drawbacks, puis c'est dans les trucs que j'hésitais justement à aimer ça, parce que quand tu viens à faire des affaires comme ça qu'on vient juste de parler, que c'est quand tu l'as pas vu puis tu l'as pas essayé, c'est quand même incompréhensible, là, tout ça, là, de JS Command, tout ça. Là, ça vient que si tu veux faire de quoi qui se rapproche en termes de fonctionnalité de Nap React, il faut que tu fasses un framework live view, puis là, quelqu'un qui rentre là-dedans, puis qui, tu sais, le point de vente, pas le point de vente, mais le selling point. C'est une belle traduction libre. L'argument principal. L'argument de vente de ça, c'était tu n'auras pas la complexité d'une SPA. Tu vas continuer à renderer, c'est le fun, là, renderer des pages server-side, puis te faire click submit, puis tu vois le flash submit, puis tu vois ta ressource qui a été créée. Ça, c'est cool. Mais là, après ça, si tu veux faire des affaires poussées, puis là, des transitions de pages, des des affaires complexes, ben là, oui, c'est possible, mais là, c'est complexe server-side, mais ce qui n'est pas tant complexe à faire, c'est quand tu fais une SPA. C'est ça, il y a plein. Ça, ce problème-là, il est nailé, là, des transitions. C'est ça qui est un peu plate, que là, tu finis avec l'application LiveView. C'est vraiment une application LiveView, là. C'est pas une application Phoenix web que. C'est pas Alpine saupoudré, là. C'est pas Alpine saupoudré, là. Là, c'est rendu, c'est contrôlé. C'est LiveView qui a take over ta page, puis faut que tu deals avec toutes ces affaires-là. Ça a ses désavantages, versus si tu avais fait un component Vue.js, que tu règles ces problèmes-là depuis. Mais tu perds la connexion, tu perds la gestion du state, tu perds d'autres affaires. À moins que tu te connectes par WebSocket sur les channels de Phoenix, puis que ça sonne un peu trop mal. Oh, oui. Mais ça revient à tantôt ce qu'on disait, de dire je saupoudre jusqu'à temps que je puisse plus saupoudrer, puis ok, finalement, je vais prendre un Phoenix Live View pour parfait. Ah, c'est vraiment plus simple, le use case de base. J'ai l'impression que les use cases de base dans les deux cas sont le fun. Puis plus tu avances, plus tu complexifies. C'est pas encore bien dans les deux. Là. Non, mais c'est sûr que c'est facile de voir le négatif. Mais d'un autre côté, c'est quand même le fun parce que la communauté est venue un peu, tu sais, Alpine est venu remplir un void sur toute la personne de la gestion des states, des micro-states mettons dans le navigateur. Tailwind est arrivé avec une gestion un peu puis des utilitaires pour avoir de manière explicite définition des transitions. Fait que théoriquement, il y a certaines manières d'avoir des workarounds qui sont bien définis puis qui aident beaucoup à faire que c'est quand même polish puis ça n'a pas trop l'air d'être du match-up. Il y a une chose, par exemple, qu'on parle pas souvent. On parle de Phoenix Live View comme étant complètement séparé, mais l'avantage un peu de Phoenix Live View, c'est que c'est 100% complémentaire à Phoenix. Il n'y a rien qui oblige que toute ton application web soit en Phoenix Live View au complet. Tu peux avoir des routes que c'est un MVC traditionnel, puis ça fonctionne encore très bien. Tu peux avoir des vues où est-ce que tu as besoin de plus d'interactivité, puis là, tu as une notion de state avec plusieurs utilisateurs qui peuvent interagir en même temps, puis tu vas avoir des messages qui reviennent du serveur, fait que ça se fait bien. Puis il y a aussi toute la partie, puis ça, encore une fois, là, c'est rare qu'on a des projets qui vont jusque-là, mais toute la notion du clustering. Fait que si tu as plusieurs serveurs qui servent ton application web, puis tu as besoin d'avoir un niveau d'interactivité, mais l'avantage de Phoenix Live View, puis d'avoir un state dans un process, dans le contexte de Beam, c'est que ton process, ta cache, ton messaging distribué fonctionne. Fait que tu peux avoir deux states séparés sur deux serveurs qui ont été load balancés différents avec deux users, mais qu'en arrière, les autres, ils se parlent par les mécaniques de Beam, puis que toute la notion de real-time est déjà built-in, puis tu n'as pas eu besoin d'ajouter un Redis avec du PubSub, tu n'as pas eu besoin. Mais fait que ça réduit peut-être la largeur du use case, de la taille des use cases possibles, des use cases possibles, de dire
OK, là, je vais avoir du real-time. Mais mettons, on parlait de j'ai un formulaire, je fais submit, j'ai mon flash message qui se crée et qui s'affiche. Puis c'est pas ça m'a ouvert de date. Tu sais, ça, c'est peut-être pas assez versus, OK, moi, j'utilise Phoenix Live View, puis je leverage l'écosystème de Beam, puis tout. Exact. OK, là, peut-être que là, tous tes trade-offs, mettons, performance ou mettons, le front-end, courbe d'apprentissage, maintenir du code, peut-être que là, elle est plus, elle vaut plus. On n'a pas parlé, mettons, de courbe d'apprentissage, de un nouveau paradigme, nouveau au pluriel, le paradigme à genre, tu disais le JS command, puis là, OK, t'arrives là-dedans, puis hey, what the... C'est le même courbe d'apprentissage que, mettons, de faire une application React. Tu as plein de places que tu peux te tirer dans le pied. Ouais. Tu sais, mettons, avec LiveView, là, si tu as quand même des optimisations, templates, tantôt tu parlais, il y a des parties statiques et des parties dynamiques. Mais tu sais, il y a une façon de faire tes templates, de looper au travers des items pour que si tu as une grande quantité d'items, ça ne re-render pas à chaque fois que tu changes une certaine valeur dans un item. Tu as des choses à savoir que faut que tu digues dans le framework. Il n'y a rien qui t'empêche. Tu apprends dans la librairie que c'est exact. L'API est quand même vaste aussi là, à apprendre la nomenclature de tout ça. Moi, je pense que la courbe d'apprentissage est quand même grande là, pour ça. Là. À mon avis, là, c'est pas aussi straightforward que de dire j'ai un component live dans un template. Render live component, puis là, j'ai mon process qui est là. Il y a un peu plus de setup là, que moi, en tout cas, quand je l'ai essayé pour la première fois. Si tu parles de courbe d'apprentissage, moi, je parle de maintenabilité du code, mettons, là, versus, parce que tu dis elle est grande, la courbe, relativement, mettons, à j'ai un API GraphQL ou REST avec une single page application qui est plus le modèle, mettons, classique, le client, serveur, source de données. J'ai l'impression que ça vient avec peut-être bien d'autres désavantages, d'autres trade-offs. Des désavantages que le Phoenix a comme avantage. Comment vous voyez ça, en termes de maintenabilité à long terme du code? Est-ce que ça vieillit? Est-ce que Phoenix Live View est assez mature, par exemple, pour dire OK, oui, on sait, on s'en va où? On pense que comment on travaille là, dans 3, 4, 5 ans, on ne sera pas perdu? Moi, je pense que oui. J'ai comme l'impression que pour une équipe, mettons, même jusqu'à moyenne taille, d'avoir un seul écosystème à manager sur les dépendances versus d'avoir ton système de dépendance de ton back-end, ton API, puis ton système de dépendance pour ton SPI avec NPM, puis tout JavaScript. Clairement, tu as 2 écosystèmes à faire évoluer et à suivre qui vont à des rythmes différents avec des vulnérabilités qui sortent dans les deux. Moi, je pense que d'avoir un codebase unifié, d'avoir un monorepo et un monolithe à la limite que tu vas déployer, ça a beaucoup d'avantages d'un point de vue code d'apprentissage, d'un point de vue des connaissances nécessaires dans ton équipe. Parce que, tu sais, ça permet à tes devs, comme tu as des allégeances un peu plus back-end, de faire un peu de UI sans que le UI soit parfait puis state of the art. Ben, au moins, ils sont capables de faire la feature, de la faire fonctionner, puis à la limite, quelqu'un dans l'équipe qui a plus d'allégeance sur tout ce qui est polish puis l'expérience utilisateur peut take over, prendre le data avec de quoi qui est un peu déjà fait, puis venir raffiner l'expérience utilisateur vraiment next level. Fait que, tu sais, je trouve que ça fait du travail qui est plus collaboratif que d'avoir beaucoup d'équipes où tu as une story back-end, tu as une story feature, puis ton gars de JavaScript va faire la feature en React, puis ton gars back-end va faire les endpoints avec le schéma GraphQL, puis ça fait que la progression est plus dure à traquer parce que tu as plus d'interdépendance entre les deux. Fait que moi, je le vois comme un avantage, mais encore une fois, c'est pas un silver bullet. Là. Tu vas pas faire tous les produits, tu vas pas faire toutes les... Parce que tu prends pas la même philosophie par rapport à... On a déjà fait un épisode de podcast là-dessus, mais sur Remix, là, c'était un peu aussi un des avantages que Remix met de l'avant. C'est le front-end, le back-end, c'est en TypeScript, c'est TypeScript JavaScript, c'est un peu le même écosystème et tout, fait que je vois quand même des points similaires. Oui, moi aussi, je suis d'accord que oui, moi, je suis 100% pour de faire d'intégrer Phoenix Live View dans les applications Phoenix pour ajouter des comportements. Mais tu sais, tantôt, je parlais de la courbe d'apprentissage. Oui, elle est grande, mais tu aurais les mêmes problèmes. Là, tu aurais les mêmes problèmes si, par exemple, tu faisais un front-end avec React, mais tu aurais 1000 autres concerns de courbe d'apprentissage, de quelle techno on utilise pour ça, quelle techno, comment on fait notre communication serveur. Server-side rendering. Tu sais, t'as d'autres choses t'as d'autres problèmes à régler. Tu sais, c'est comme tu sais, Phoenix Live View, ils ont nailé plein de problèmes que t'as pour remplacer une SPA, la communication serveur, toutes tes règles d'affaires pas dupliquer, tout ça. Ça, c'est réglé, mais ils sont pas capables de faire des transitions de page.
Fait que là, c'est comme, OK, j'ai un trade-off que, par contre, si je faisais mon application React puis que j'avais un formulaire à faire, ben là, je me battrais avec 15 dépendances. Puis des règles d'affaires dupliquées, puis mais les transitions, par exemple, ça se ça se fait puis ça se fait vraiment, vraiment cool. Mais tu sais, est-ce que lequel serait plus facile à maintenir? Je peux pas dire que le single page app React va être plus facile à maintenir dans 4 ans. Tu peux pas dire ça. Non. Je peux pas dire non plus que le live view va être plus. Non, j'avoue que c'est une question un peu drôle de dire lequel va être plus maintenant. C'est quelque chose qui est plus. Mais je pense qu'il faut le voir un peu plus large, dans le sens que, tu sais, chez Mirego, on fait des projets. Oui, il y a beaucoup de mobile, il y a beaucoup de web, mais au bout du compte, les back-ends qu'on fait, il va avoir des clients GraphQL encore going forward. On va pas arrêter de faire du mobile natif. Mais de l'autre côté, on veut avoir des fonctionnalités web aussi. Fait que l'avantage un peu de Phoenix, puis de Phoenix Live View, c'est que oui, on peut faire des features avec Phoenix Live View qui vont faire des formulaires ou des pages avec des comportements web qui sont destinés à des navigateurs. Mais en parallèle, on peut faire aussi un schéma GraphQL qui va exposer dans la même logique d'affaires dans un schéma GraphQL pour une application mobile. Puis en arrière, ça utilise le même code, la même base de données, le mobile, l'API, le client web front-end, les trois utilisent la même liste de code. Live View, c'est un transport différent. Fait que, au bout du compte, oui, tu as la gestion de state qui t'amène à un certain niveau où est-ce que tu peux bâtir une expérience numérique pour le web, pour un navigateur qui est au plus élégante ou plus complète que d'avoir juste du HTML statique. Mais beaucoup moins complexe que d'avoir un SPA qui parle par GraphQL à ton API. Mais d'un autre côté, pour du natif, on a encore besoin de GraphQL pour continuer d'utiliser. Puis nous autres, notre exemple, le produit qu'on utilise, LiveView, c'est aussi une application mobile. Puis moi, comment je l'ai introduit dans le projet, d'avoir notre première Phoenix LiveView, c'était, je render Phoenix LiveView, puis comment je vais chercher mon data, ben j'utilise l'API GraphQL. J'utilise les resolvers. Ouais, c'est ça. Interne, non, mais j'ai un point GraphQL, return query. Cette query-là, c'est mon data, puis je veux ce data-là, puis je render ma vue avec ça. Fait que parce que dans le fond, je renderai la même. Mais tu sais, le query pas via HTTP. Le query, le patron interne à Dosky. Ah, ok. Ouais, exact. Fait que tu sais, je passe par les mêmes resolvers, je passe par les mêmes règles d'affaires, je passe partout. Vu que c'était exactement le même UI que tu vas faire rendu, ça évitait de parler avec les contextes et de faire la orchestration. Tu sais, on a déjà eu un podcast sur GraphQL, là, je pense. Saison 1, c'est sur un épisode par un. Mais en tout cas, fait que tu perds pas, je pense, en faisant des Phoenix Live View, tu peux quand même utiliser tout à des façons d'accéder au data qui est plus clean que de juste parler à ta DB. Ouais, exactement. OK. Dernier sujet, un peu plus générique dans ce cas-ci. Je trouvais ça cool d'aborder ce sujet-là. Exploration de nouvelles technologies. C'est comme on parle de nouvelles technologies, c'est quoi? On a mentionné plein, là, des mêmes TurboLinks qu'on utilisait en 2014. Alpine, Phoenix Live View, React, autre chose, Remix. Comment est-ce qu'on devrait approcher l'exploration de techno émergentes? Tu sais, tu l'as introduit dans ton projet, toujours comme ça qu'on devrait faire. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une techno est un bon fit pour intégrer notre boîte à outils moving forward? Bonne question. C'est autant technologie, tu sais, ça peut être autant une librairie qu'un nouveau langage. Des fois, le risque est peut-être plus petit sur une technologie, une librairie qui se remplace. On va utiliser Style Component. Ce projet-là, essayons Emotion qui. Ouais. Mais moi, je pense que la bonne façon de le faire, puis comme on l'a fait pour plein de technos chez Mirego, c'est de partir à un plus petit scale, de faire comme si c'était un vrai projet. Moi, je l'avais fait pour LiveView, j'avais fait un petit projet de dire OK, je vais partir de notre Elixir Boilerplate, puis je vais faire un projet avec Phoenix LiveView, voir est-ce que c'est facile de le setuper, est-ce que c'est facile de le maintenir, puis c'est pas juste de l'essayer pendant l'après-midi. Là. Moi, en tout cas, qu'est-ce qui m'aide quand même dans les nouvelles technos, c'est de me dire, je l'utilise, je l'essaye, je setup, OK, je viens de la doc, puis là, je suis dedans. Puis, mettons, tu y touches. Parce que là, mettons, je fais ça pendant que j'ai un projet, puis des livrables, puis tout ça. Fait que, tu sais, je peux pas travailler là-dessus pendant une semaine. Fait que, tu sais, je vais travailler là-dessus une journée de temps, puis là, pendant 2 semaines de temps, mettons, tu y touches pas, puis tu continues à lire un peu là-dessus, mais tu touches pas à ton projet, puis là, tu reviens dans ton projet. Là, t'es-tu complètement perdu, puis tu te rends compte que finalement, c'est plus complexe quand que t'as comme enlevé ça de ta tête, puis de OK, motivation, c'est peut-être même de dire, tu retombes là-dedans, OK, yes, ça me tente, ça fait 2 semaines, j'ai hâte d'y retourner, c'est ça. Oh, j'ai le goût de le prendre. Puis ça a l'avantage, tu sais, notre setup qu'on a dans nos projets de clients, il est hot, là, chez Mirego. C'est pas... je ne m'aimerais pas de techno, mais non, mais j'aime le setup qu'on a chez Mirego. Puis quand je retourne dans mon nouveau setup, nouvelle techno,
c'est plus hot que ce que je suis en train de faire? Est-ce que je pense que je peux aller plus vite dans mon projet que ce que je suis en train de faire dans mon projet livré à un client? Tu sais, moi, je pense que ça, c'est un bon indice de est-ce que je suis sur une bonne track ou est-ce que je fais juste explorer pour explorer? Rendu là, est-ce qu'on livre plus de value dans le temps qu'on prend pour développer la feature ou on passe plus de temps à se battre avec le setup que de faire des fonctionnalités? Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est au niveau output, mais moi, j'aime ça aussi qu'on passe à l'expérience de la dev, là, genre qui va travailler là-dessus. Fait que oui, est-ce qu'on lit de value? Probablement que c'est très intimement lié, ces deux valeurs-là, mais OK, ça nous permet d'être plus efficace, mais OK, sauf que le code qu'on écrit, c'est pas tant hot, puis ça va être maintenant. C'est de la value court terme, mais de la value long terme aussi. Mais il n'y a pas vraiment de magie. Il faut pas oublier LiveView au bout du compte. C'est du HTML avec des annotations de plus, mais rien de spectaculaire de ce côté-là. Puis il y a quand même des innovations dans LiveView qui vont être ramenées dans Phoenix de base, dans Phoenix 18 qui s'en vient avec dans Phoenix 17, il y a eu le 0.17 puis 0.18. 0.18 la prochaine version. Oui. Non, mais c'est pas 18, pas mal. Non, mais 0.17, ils ont ramené un nouveau engin de rendu HTML qui faisait de la validation syntaxique HTML, qui venait d'une autre initiative de Surface qui était comme l'équivalent de LiveView, mais d'une autre gang. Puis là, dans Phoenix 0.18, tu as toute la notion de component qui va ramener puis qui devient plus core dans Phoenix as a whole. Fait que l'approche de développer du web, ça va être plus des components avec un template associé. Et moins le concept de view. Et moins le concept de MVC. Fait que, ça, je trouve ça intéressant parce que ça ramène aussi un développeur, mettons, très SPI, très JavaScript, avec l'habitude de travailler avec le modèle mental que tu as avec React, puis Ember, puis les pods, les components. Mais il ramène ça justement, je pense, pour réduire le gap de complexité que ça peut avoir là, de faire des components visuels dans Phoenix Live. Mais fait donc, mettons la question qui était plus comment est-ce qu'on fait pour approcher des technos émergentes, ce que tu dis, parce que je comprends ta réponse aussi, c'est de dire on l'essaye, OK, mais on suit un peu. On suit un peu les. Il y a des breaking changes. Mais mettons, faut pas non plus juste se faire l'opinion en disant OK, je l'ai essayé, finalement, je vais pas le temps triper puis tout. Ça, c'est mal fait. Mais peut-être que ça, là, dans 3 mois, ça se peut que ça soit réglé. Exact. C'est le élément. Faut être proactif quand même et non juste un snapshot de techno. Très bon résumé. Puis continuer à l'essayer. Oui. À travers le temps, voir si. Parce qu'on dirait que tu parles par expérience. Non, mais tu sais, sinon, on peut l'essayer. Mettons, je vais essayer de faire un back-end en Go. Mettons. Moi, j'ai aucune expérience en Go. Je vais essayer de le faire. Puis là, tu roules ton fichier. Parfait. Ça fonctionne. Puis là, ça, tu te ramasses. Tu sais, si tu fais juste l'essayer, c'est sûr que tous les technos fonctionnent. C'est cool. Le world, le tutoriel, c'est un blague. OK, après, je travaille une fois par semaine, je fais 4 heures dessus. Au bout de 3 mois, est-ce que j'ai quelque chose qui est le fun? Est-ce que, ouais, c'est vrai, j'ai pas écrit de test pour ça. Comment on fait pour écrire des tests en Go? Je vais commencer à écrire des tests. Là, OK, ouais, finalement, le framework de test, c'est XY. J'ai pas de connaissances là-dedans, mais ça pourrait arriver. Oui. N'importe quel techno. C'est sûr que ça fonctionne au premier coup, puis LiveView, c'est la même chose. Là. Tu fais le Hello World. C'est cool, tu vois ça reload, puis là, OK, non. Dans un vrai produit, testé avec plus même. Tu sais, si tu essaies d'onboarder du monde, puis de montrer un peu ce que tu fais, tu sais, le monde embarque-tu, là. Ben, le monde embarque-tu, c'est quand même un bon indicateur. Tu sais, si toi, t'es là, tu tripes sur la techno, moi, j'aime ça, exemple GraphQL. On a commencé à faire du GraphQL. Moi, j'aime ça, GraphQL. Je trouve que c'est cool. Puis là, si tu montres ça au reste de ton équipe, puis le monde font comme, pas ça. Puis eux autres, s'ils trippent pas, ils vont y trouver. Là, ouais, c'est ça. Ils vont y trouver. Les trade-offs, ils vont être plus gros que toi. Les trade-offs que tu as remarqué, c'est pas si pire que ça. Exact. Fait que, l'opinion des autres est quand même bon dans l'exploration, je trouve. Effectivement. C'est important de faire ça quand même en équipe et non juste. Je l'ai essayé, en fait, puis ça va probablement être mieux aussi quand tu vas l'amener à ton équipe en mode OK, je pense que c'est rendu assez mature. Ouais. On est rendu pour OK, l'étudier de façon plus. J'ai joué avec un peu, voici. Il faut quand même que tu puisses te backer. Oui. Ça, en fait, c'est peut-être mieux même aussi d'exposer ces trade-offs-là et non juste montrer positif. La question après une seconde, OK, Rémi, c'est quoi les trade-offs là? C'est sûr, si t'en as pas vu, c'est quand même bizarre. Hein. Puis, en fait, le dernier point là-dessus que je dirais, c'est d'essayer que le monde l'essaye là, aussi. Là, de le faire montrer, des fois, c'est comme, bon, OK, je comprends, mais tu passes vite un autre numéro. Là, tandis que de l'essayer, le monde peut-être y embarque plus.
partagez ton repo, settez-vous up, là, roulez les tests, montez-vous Une techno, mettons une techno que j'ai en tête là-dessus, c'est Tailwind. Tailwind CSS, que souvent le monde, en tout cas, mon expérience, c'est que le monde regarde ça un peu de loin, puis ils font ouais, c'est une joke. Puis là, tu dis non, essaye-le, puis tu vas voir, tu voudras pas revenir en arrière, puis ouais, puis là, finalement, le monde l'essaye, ils font crime. Je pensais que ça allait être XY, mais finalement, après 6 mois, c'est comme, je retourne dans d'autres frameworks CSS, puis je comprends pas comment on faisait avant. Fait que, tu sais, Tailwind, c'est un bon exemple de... Tu as parlé de Remix tantôt, puis on est un peu early stage dans notre compréhension puis dans notre vision de Remix, parce qu'on a beaucoup d'expertise en SPI, JavaScript. Puis là, ça arrive, ça paraît comme une option qui pourrait être intéressante pour le genre de projet qu'on fait. Mais encore une fois, on va pas se lancer dans un projet client demain matin sans l'avoir essayé. Fait que, on est un peu au même niveau avec Remix qu'on était peut-être avec LiveView il y a 1 an et demi, 2 ans, alors qu'on trouvait ça vraiment cool, mais qu'on n'avait pas vraiment essayé. Puis à force de lire, puis Remix, c'est un peu dans ce stage-là en ce moment. Fait que peut-être qu'on fait un épisode l'année prochaine, puis qu'on va reparler de Remix, puis de LiveView avec une perspective différente de celle. Fait l'important, dans le fond, c'est l'ouverture d'esprit, de pas se fermer, surtout pas au premier regard, premier abord, de l'essayer par soi-même aussi, là, et non juste, quelqu'un m'a dit que c'était bon, ok, quelqu'un m'a dit que c'était pas bon, ok, non, c'est pas c'est aucunement 2 bonnes réponses, là. Essaye-le toi-même, check-le. Puis de l'essayer, on aime ça. Passer l'étape de la lune de miel. Ça va pas dire, le happy path, ça marche, c'est happy, là. Merci beaucoup, messieurs. On se reparle dans un prochain épisode de Mirego DevTalks. Merci. À la prochaine. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag Mirego DevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.